Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Etienne Ngandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, cette semaine, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont condamné en des termes très forts les massacres contre les civils près de Béni dans l'est de la RDC. Ils l'ont fait savoir dans un communiqué rendu public le mercredi 26 novembre à New York. De leur côté, les États-Unis exigent des poursuites contre les auteurs de ces actes. Monsieur Mbelou, voilà une annonce qui peut paraître comme banale au regard d'une tragédie qui semble devenue insoluble pour nos populations de ce coin du pays. Oui, mais faire un communiqué, ça ne suffit pas. N'oubliez pas que nous sommes habitués euh, au double langage des membres du Conseil de sécurité. Il y a le discours officiel qu'ils livrent pour donner l'impression qu'ils sont contre la violation des droits de l'homme, qu'ils sont pour la démocratie. Il y a le discours officieux qui atteste que ceux de ces membres du Conseil de sécurité qui ont orchestré la guerre qui bat son plein chez nous depuis les années 90, leur discours officieux est un soutien aux criminels qui sont en train de tuer la population congolaise et cela au quotidien. J'aimerais vous rappeler que ceux qui, officiellement, au cœur du Conseil de sécurité, soutiennent la guerre chez nous, tout en faisant des discours officiels sur la paix, ont opté pour agir en suivant le principe de la pure force. Et je vous renvoie à ce qui se passe par exemple aux États-Unis aujourd'hui. Vous avez les enfants africains d'origine africaine qui sont tués par la police blanche et les inégalités aux États-Unis sont aujourd'hui telles que la discrimination raciale à l'endroit des Noirs est en train de battre son plein. Alors, à quoi sert-il de pouvoir faire comme si on soutenait les Noirs qui sont au Congo pendant que ceux qui sont aux États-Unis souffrent d'une grave discrimination pendant que les Noirs américains sont en train d'être décimés et d'être mis dans des conditions inhumaines parce que au jour d'aujourd'hui, les inégalités sont devenues très 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 profondes aux États-Unis et c'est la population noire qui en paie le prix. Donc c'est pour vous dire, quand vous écoutez les discours de ce genre-là, essayez de passer en revue ce que les anglo-saxons sont en train de faire à travers le monde, ce qu'ils font dans les pays qu'ils gèrent eux-mêmes. Est-ce que ce qu'ils font là nous permet de dire qu'ils peuvent soutenir la fin de la guerre perpétuelle en République démocratique du Congo? Non, moi je ne le pense pas. Cela d'autant plus qu'ils continuent à soutenir les proxys qui tuent au Congo. Et vous vous rendez compte, par exemple, qu'ils s'acharnent sur le compte des FDLR sans tenir compte de ce qu'il y a eu comme développement autour de l'engagement de Paul Kagame et de ces euh, euh, milices qui tuent au Congo euh, au cours de, euh, au cours du procès qui a été intenté contre les Hutus au tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc, il y a plein de choses à dire sur cette question-là. Tant que ces messieurs continueront à soutenir l'impunité et dans leur propre pays et dans les pays où ils engagent les proxys pour entretenir la guerre perpétuelle, il est inutile de pouvoir croire en leur discours officiel. Dans cette même annonce, il est dit encore que le gouvernement congolais et la MONUSCO doivent réduire de façon permanente les menaces contre les civils. Pour cela, ils doivent redoubler d'efforts pour protéger les civils et neutraliser les forces qui opèrent dans cette région du Nord Kivu.
Monsieur Mbelou, ceci n'est pas une manière implicite de reconnaître l'impuissance, pour ne pas dire l'incapacité du régime de Kinshasa à garantir la sécurité à sa propre population, que les conseils de sécurité donnent ces recommandations. Attention, nous devons, je crois que les expressions, les mots que nous utilisons doivent être bien contrôlés pour ne pas tomber dans le piège de ceux qui voudraient que les mercenaires qu'ils ont mis à Kinshasa puissent être reconnus comme gouvernants. Regardez, si vous relisez l'article que nous avons publié hier, les casques bleus, les uniformes de la police politique du Raïs et l'histoire, vous allez vous rendre compte que ce qu'on entend par gouvernement de Kinshasa et ce qu'on entend par les forces de l'ONU, de la MONUSCO, ce sont toutes des forces du statu quo. Ce sont, d'une part, les forces organisées autour du cheval de Troie de Kampala et de Kigali, et d'autre part, le machin instrumentalisé par les anglo-saxons. Donc, que ce soit la MONUSCO ou ce qu'on appelle gouvernement de Kinshasa, ce sont toutes des forces du statu quo. Il n'y a rien, mais rien à attendre de ces forces du statu quo. Quand vous relisez cet article auquel je fais allusion, vous verrez que par un passé récent, les forces de la MONUSCO avaient dit non Kunda, no job. Donc, comment voulez-vous que ces forces de la MONUSCO qui ont violé nos filles en les droguant, qui ont coalisé avec les forces de la mort pour pouvoir semer la terreur, exterminer nos populations, puissent être au même moment les forces qui garantissent la paix au Congo? Et dans l'article là, je renvoie à un texte très bien écrit de Frantz Fanon, déjà vers les années 60. Frantz Fanon était convaincu que là où l'ONU intervient, c'est pour mettre les peuples sous tutelle et casser toute volonté d'indépendance réelle. Et c'est ce qui est en train de se passer au Congo-Kinshasa aujourd'hui. Pour rappel, n'oubliez pas que l'ONU intervient au Congo quand Laurent Désiré Kabila a réussi à mettre sur pied une grande coalition des armées africaines décidées à se battre pendant longtemps, à guerroyer pendant longtemps pour remettre la guerre là d'où elle était venue. Et c'est à ce moment-là que les anglo-saxons ont instrumentalisé leur machin pour pouvoir casser cette coalition qui s'était liguée comme un seul homme autour de Laurent Désiré Kabila. Oui, toujours sur le même sujet, les États-Unis ont appelé le gouvernement congolais à ouvrir une enquête approfondie et à faire en sorte que les auteurs de ces crimes rendent compte. Washington demande au FARDC d'intensifier leurs efforts, soutenus par la MONUSCO, pour éradiquer tous les groupes armés illégaux opérant dans l'est du pays. Monsieur Mbelou, à qui est destinée, selon vous, cette séquence de communication du gouvernement américain, sachant que Kabila lui-même était en visite à Beni les mois passés, et voilà, 3 semaines plus tard, un autre massacre a lieu. C'est un communiqué destiné à la consommation des plus naïfs d'entre les Congolais. On ne peut pas à la fois soutenir les forces de la mort qui opèrent à partir de Kigali et de Kampala et croire que leurs amis qui ont infiltré les institutions congolaises vont finalement travailler pour pouvoir mettre fin aux différentes milices qui sont en train de semer la mort au Congo. Et là, il faut faire très attention. Il y a aussi une bonne partie des Congolais qui résistent à l'est de notre pays et qui sont en train d'être assimilés aux forces négatives. Il y a des forces d'autodéfense congolaises qui essaient de se battre pour
qu'aucun centimètre de leur pays ne puisse être retiré du territoire congolais. Et comme les maîtres du monde sont en train de se réaliser que la résistance congolaise est tenace, hein, ils en appellent aux machins de l'ONU et aux infiltrés de l'armée congolaise de pouvoir mettre au pas ces forces d'autodéfense congolaises. Voilà. Et si nous ne faisons pas attention à ce niveau-là, nous risquons de tomber dans le même piège que celui qui nous a été tendu vers les années 60, 61, 62, 63 et ainsi de suite. On a assimilé toutes les forces qui résistaient contre le gouvernement fantoche qui avait été mis en place au Congo. On les avait assimilés aux rebelles. Donc c'est le même scénario qui est en train de se reproduire à l'est de notre pays. Non? Toutes les forces d'autodéfense populaire sont assimilées aux rebelles parce qu'elles donnent quand même du fil à retordre à ceux qui voudraient faire du Congo une terre inhabitée, un espace vide, un réservoir de matières premières stratégiques pour leurs multinationales. Très bien, un mot sur la mission des Nations Unies elle-même, hein. La MONUSCO a totalisé 15 ans le dimanche 30 novembre 2014 en RDC. Hein, la MONUSCO, jadis MONUC, a vu le jour au terme de la résolution 1279 du 30 novembre 1999 du Conseil de sécurité des Nations Unies visant la restauration de la paix en République démocratique du Congo. C'est Radio Okapi qui rapporte cette information. Et selon toujours Radio Okapi, 15 ans après, la RDC a retrouvé non seulement son unité, mais aussi la paix en dépit de l'activisme de certains groupes armés dans les Kivu et les Katanga principalement. Et définir ces acquis l'ont été avec les concours de la mission onusienne. Monsieur Mbelou, partagez-vous cette lecture du bilan de la MONUSCO? Bon, le bilan de la MONUSCO est en tout et pour tout négatif. Négatif. C'est un bilan négatif. On ne peut pas, par le temps qui court, mettre un pays sous tutelle pendant autant d'années. 15 ans. 15 ans, c'est trop. Et malheureusement, plusieurs d'entre nous n'arrivent pas à comprendre que le Congo-Kinshasa est un pays sous la tutelle de l'ONU. C'est ce que je vous disais en faisant référence au texte de Frantz Fanon. Là où l'ONU intervient, c'est pour mettre le pays visé sous tutelle et pour casser toute volonté d'indépendance réelle. Dans le texte que j'ai rédigé dernièrement, auquel j'ai fait allusion maintenant, les casques bleus, la police politique, les uniformes de la police politique du Raïs et l'histoire, je dis que certains fils et filles et certains fils du Congo ayant travaillé dans l'ONU ont fini par comprendre comment les choses se font. J'en ai rencontré qui m'ont dit, entre autres ceci, ils étaient dans une délégation qui allait annoncer au président haïtien Jean-Bertrand Aristide que la nation exceptionnelle avait décidé qu'il devait partir de la présidence du pays. Donc, ne faisons pas semblant d'oublier que l'ONU est une machine instrumentalisée par ceux qui estiment avoir vaincu la Deuxième Guerre mondiale pour mettre au pas, pour recoloniser les pays, les nations qui n'acceptent pas de se laisser mener par cette nation qui croit être indispensable et exceptionnelle. Donc il y a là un problème sérieux d'équité face aux droits
humanitaire international, un problème qui se pose en ces termes-ci, là où l'ONU intervient, le droit à l'équité, le droit à la souveraineté, le droit à la reconnaissance de la capacité des peuples à disposer d'eux-mêmes, là où l'ONU intervient, tout cela est cassé au profit de ces maîtres des États profonds de la communauté occidentale abusivement appelée communauté internationale. Donc, tant que l'ONU ne réussira pas à garantir l'égalité et la souveraineté des peuples face au droit humanitaire international, elle ne sera d'aucune utilité. Et aujourd'hui, il y a lieu de dire que depuis sa création, elle a rendu beaucoup trop de mauvais services au peuple, malgré l'une ou l'autre réussite par-ci par-là, et qu'elle est obligée de revoir sa constitution actuelle. Il est inconcevable que dans un monde en train de devenir pluripolaire, on ait un conseil de sécurité dominé tout simplement par les 5 membres qui prétendent avoir été les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a les États-Unis et ses caniches, la Chine et la Russie. Et il est temps que cette structure, cette organisation dite internationale, puisse être revue de fond en comble, et au besoin qu'on fasse de l'Assemblée générale le lieu où les décisions engageant la destinée des peuples peuvent être décidées et votées, au lieu que tout dépende de ces 5 uniques membres du Conseil de sécurité. Oui, pour revenir à la MONUSCO, vous-même avez écrit un texte cette semaine sur le sujet, et vous y dites les bourdes de la MONUSCO au Congo-Kinshasa sont en train de la disqualifier comme un partenaire sérieux, et dans un passé récent, ces casques bleus ont violé les fillettes de l'Est de la patrie de Patrice Lumumba. Fin de citation. Voilà qui contraste bien avec les bilans d'autosatisfaction des radios Okapi. Oui, mais la radio Okapi est une radio de l'ONU et elle est soutenue par la MONUSCO. C'est une radio de la communauté internationale. Elle fait partie des médias dominants décidés à orienter l'opinion congolaise. Ce n'est pas pour rien que cette radio-là a été créée au Congo. Vous imaginez, quand vous lisez cet article-là, vous avez la confession de nos fillettes qui ont été violées par certains membres de la MONUSCO. Elles ont été même droguées. Et ce faisant, à ce moment-là, ces membres de l'ONU ont utilisé, eux aussi, le viol comme arme de destruction massive. Est-ce qu'il faut qu'on ait tellement de preuves pour comprendre que cette organisation ne peut pas, à un seul instant, travailler pour le bien des Congolais? Mais M. Mbello, est-ce que tout cela n'est pas possible parce qu'il n'existe pas d'État au Congolais, puisque voilà, ces gens savent que ils seront bien les faits qu'ils commettent, les faits qu'ils commettent seront impunis parce qu'il n'existe pas d'État au Congo. Oui, mais là, vous allez à la conséquence. Rappelez-vous que lors d'une émission, je vous ai parlé des États ratés et de la façon dont on procède pour créer les États ratés. On crée effectivement les États ratés pour pouvoir les maîtriser, faire même bas sur leurs matières premières stratégiques. Et ce ne sont pas les Congolais, dans leur immense majorité, qui ont pris la décision de pouvoir faire de leur pays un État raté. C'est une décision qui a été prise en dehors du Congo. Et je vous rappelle encore une fois le documentaire de la BBC et le texte de Christopher Black qui disent simplement ceci, que la guerre menée contre l'Ouganda et le Rwanda avait comme destination finale le Congo, et que ce sont les anglo-saxons qui ont mené cette guerre-là
les États-Unis et la Grande-Bretagne en tête. Et la journaliste qui a publié le documentaire, qui a mis sur les réseaux sociaux le documentaire intitulé Rwanda's Untold Story, a été appuyée par son gouvernement quand Paul Kagame a voulu s'en prendre à elle. Donc c'est entre autres une façon de dire que ce documentaire contient une grande part de vérité sur ce qui s'est passé dans les grands lacs africains. Donc, on crée un État raté et il y a toutes les conséquences que nous sommes en train d'en tirer aujourd'hui. Donc, si vous avez un peu de temps, essayez de repasser ce film-là. Et moi, je vous ai envoyé le texte de Christopher Black. Essayez de le relire. Vous verrez que ce ne sont pas les Congolais qui se sont concertés pour mettre leur pays en moule, même si, au jour d'aujourd'hui, nous avons des preuves que plusieurs fils et plusieurs filles du Congo ont été instrumentalisés comme élite comprador dans cette guerre de prédation et de basse intensité menée contre le Congo-Kinshasa. Très bien, autre chose. Cette semaine s'est tenu à Dakar, au Sénégal, le 15e sommet de la francophonie. Et président en exercice sortant de la francophonie, Joseph Kabila, aurait quitté la capitale sénégalaise précipitamment sans procéder à la passation des témoins avec le président en exercice entrant, le Sénégalais Macky Sall. Monsieur Mbelou, il y a beaucoup de spéculations et commentaires à propos de ces sommets, et surtout par rapport au discours tenu par François Hollande. Quelle lecture avez-vous de tous ces événements? Il y a dans ce qui s'est passé au Sénégal des choses qui me chagrinent un peu. Jusqu'à quand allons-nous être à l'affût des discours de ceux qui ont créé les dictateurs africains? Je n'arrive pas à comprendre. J'ai toujours dit qu'il peut se faire que je sois à côté de la plaque. Les dictateurs qui ont régné pendant longtemps en Afrique de l'Ouest, dans la zone CFA, qui les a créés? C'est la France-Afrique. Donc, les mêmes qui créent les dictateurs reviennent pour nous dire comment ces dictateurs doivent procéder. Qui a fait sortir Blaise Compaoré du Burkina Faso? Non, je crois qu'il est temps qu'on arrête de donner des leçons aux Africains après qu'on ait formé les dictateurs qui les matent. Il est temps que les Africains comprennent qu'il n'appartient pas à François Hollande, il n'appartient pas à Barack Obama de pouvoir leur dire ce qu'ils doivent faire. Il est vrai que dépendant pour un bon nombre, je m'excuse, de ces présidents occidentaux, ils leur sont redevables. Donc tout ce qui s'est passé au Sénégal devrait pousser les dignes fils et les dignes filles de l'Afrique à comprendre que c'est à eux qu'il appartient de pouvoir bâtir ou rebâtir ce continent-là. Et puis, si les dictateurs créés par la France-Afrique et maintenant ce que Africom est en train de créer, s'ils pouvaient comprendre que Rome ne paye pas toujours ses traîtres et que quand ils ont été instrumentalisés par la communauté occidentale, elle peut, quand elle le désire, s'en débarrasser comme elle l'entend. Mais encore une fois, là, ne nous laissons pas berner par les discours officiels. Ne nous laissons pas berner par les discours officiels. Et ce qui me chagrine un peu, il suffit qu'Hollande ou Obama parle, le lendemain, les fils et les filles de notre mère Afrique reprennent cela en écho. Heureusement que les minorités organisées et agissantes africaines ont compris que ces messieurs-là ne méritent pas d'être suivis. Et puis,
Ce ne sont pas ces messieurs-là qui dirigent même leur pays. Donc, quelle est la cote de François Hollande aujourd'hui en France? Quelle est la cote de Barack Obama aujourd'hui aux États-Unis? Est-ce que Barack Obama contrôle encore, par exemple, la politique militaire aujourd'hui aux États-Unis? Qu'est-ce qui se passe dans les 30, dans les 30 États fédérés des États-Unis depuis que les jeunes ont été tués à Ferguson? Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas de cela? Ils vont aller donner des leçons de démocratie et de liberté aux Africains, alors qu'ils ne dirigent pas eux-mêmes leur pays. Leurs pays sont dirigés par les banquiers, les multinationales. Et eux ne sont que des garçons de course. Est-ce qu'il appartient aux garçons de course des multinationales et des banquiers de pouvoir dire aux Africains ce qu'ils doivent faire? Mais justement, M. Mbello, que pensez de tous ceux qui s'extasient sur nos réseaux sociaux à propos de ces discours? Je rappelle que le président français a été surtout applaudi par l'assistance lorsqu'il a évoqué son opposition au chef d'État qui tenterait de modifier la constitution de leur pays pour se maintenir au pouvoir. Et plusieurs délégations africaines se sont offusquées dans les coulisses du sommet de la teneur du discours de François Hollande. L'avez-vous été aussi? Non, moi je fais des analyses froides. Ceux qui s'offusquent, c'est ceux qui comptaient sur les Hollande et les Obama pour être maintenus malgré les textes qu'ils ont signés, les textes constitutionnels qu'ils ont signés et avalisés dans leur propre pays. Regardez. Est-ce qu'il faut que... Il y a quelque chose qui ne va pas profondément. Est-ce qu'il faut que Hollande et Obama disent à Kabila qu'il a apposé sa signature sur un texte qui limite son mandat à son mandat à 4 ans renouvelable une fois? Est-ce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne lui dire cela de l'extérieur? C'est honteux. Mais, alors, ouais, mais ils auraient voulu... justement, M. Mbello, oui. puisque chez nous, les gens pensent que ne peut gouverner que celui que l'Occident a choisi. Vous le savez très bien. Mais c'est là que, vous savez, je reviens souvent sur l'histoire de l'imaginaire. Notre imaginaire est foutu. Il faut recréer un imaginaire alternatif. Donc, dans notre imaginaire des néocolonisés, nous croyons que nos présidents, ce sont les Obama, ce sont les François Hollande, et nos premiers ministres, ce sont les premiers ministres occidentaux. Donc, nous sommes un peu malades pour plusieurs d'entre nous. Nous devons pouvoir nous adonner à une thérapeutique qui reconstruise notre imaginaire, que nous puissions rebâtir un imaginaire alternatif. Et vous savez que j'insiste beaucoup sur le fait que cet imaginaire alternatif ne peut renaître que à base d'une bataille bien menée des idées. Et là, nous avons du travail. Nous avons du travail. C'est inconcevable que les mêmes qui fabriquent les armes, les mêmes qui arment certains compatriotes africains pour pouvoir tuer d'autres compatriotes africains, puissent être les mêmes qui donnent des leçons et que nous applaudissons. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre façon de penser, de voir. Hein? Nous avons été corrompus moralement, spirituellement. Nous devons pouvoir refaire notre imaginaire, nous devons pouvoir le reformater de façon que quand nous écrivons des textes, quand nous les signons, que nous puissions nous en tenir à ces textes écrits et signés. Mais ce n'est pas pour demain, hein, parce que eux ne vont pas croiser les bras. Ils disent que l'Afrique est l'avenir du monde. Le Congo est l'avenir de l'Afrique. Vous croyez que parce qu'ils ont débité ces discours-là, ils vont rester les bras croisés et ne pas chercher qui ils vont mettre à la place? Non. Nous sommes habitués à un double discours. Là, c'est le discours officiel. Le discours officieux va aller dans le sens de voir qui avoir en Afrique centrale, qui avoir au Congo pour que les intérêts des nouveaux centres de pouvoir, les intérêts des États profonds occidentaux puissent être garantis. Et les mêmes là qui ont débité ces discours officiels joueront pour que
et les intérêts de leur nouveau cercle de pouvoir puissent être garantis. Il appartient alors aux Africains et aux Africaines de se battre. Comme les autres peuples, je ne cesse de renvoyer aux Boliviens, aux Équatoriens, aux Vénézuéliens, qui, tant bien que mal, se battent pour être eux-mêmes. Aujourd'hui, il semble être devenu difficile à plusieurs compatriotes politiques africains de se définir sans qu'ils renvoient à Obama, sans qu'ils renvoient à Hollande, sans qu'ils renvoient à Sarkozy. Il est purement et simplement question du viol de l'imaginaire dont nous devons pouvoir nous guérir. Moi, le premier. Très bien. Un mot sur la prestation de Joseph Kabila, qui a son habitude, lors de ses grands rendez-vous internationaux, à sembler transparent, hein, dans un contexte où on le voit même au Katanga, sa popularité semble n'est plus, puisque les Katanga ont toujours été définis comme, présentés comme son fief. Et vous avez souhaité commenter un texte de Colette Brackman, hein, publié dans son carnet, sur son blog, où il est question de la situation actuelle au Katanga. Un mot sur la prestation de Kabila, a-t-il été égal à lui-même? Ouais, mais bon, là, nous risquons de discuter du sexe des anges. Je ne comprends pas que nous passions du temps, après avoir découvert que nous avons affaire à un mercenaire, que nous passions du temps à commenter ses discours. Il joue son show, il joue son théâtre, mais c'est un mercenaire. Qu'avons-nous à commenter les discours d'un mercenaire? Il est venu avec une mission au Congo, il l'a accompli, il est en train de l'accomplir. Allez relire ce texte-là de Colette Brackman, qui passe souvent pour son soutien. Mais elle y décrit ce que ce monsieur-là a pu avoir comme acquisition au Congo-Kinshasa. Et à l'est au Katanga, selon le texte de Colette Brackman, que j'ai partagé avec certains compatriotes qui lui ont donné pour une fois raison, il y a au moins 1500 camions qui sortent du Congo chaque jour. Donc, par le règne entre griffes de ce monsieur-là, le Congo a été dépouillé de son sol et de son sous-sol. Et vous voulez vraiment que nous puissions commenter le théâtre de ce monsieur-là au Sénégal? Au Sénégal, où un procès pourrait le rattraper d'ici là, parce qu'on n'a pas encore dit le dernier mot sur le procès de Floribert Chebeya. Et vous savez que Paul Mouilamboué est au Sénégal, et le procès peut rebondir aujourd'hui ou demain. Vous voulez qu'on commente la vie d'un monsieur qui participe au quotidien de l'extermination de nos populations? Non. Je crois qu'il est temps qu'on arrête avec ce jeu-là, qu'il fasse son show. Lundi, il va encore parler, on dit qu'il va donner un discours à la nation. Et puis, ce n'est pas lui le président du Congo. Laissons tomber ce monsieur-là, qu'il s'enrichisse encore un peu. On verra ce qu'il va faire avec toute cette richesse, parce que Rome ne paye pas toujours ses traîtres. On verra ce qu'il va devenir. Mais passer notre temps en train de parler de Joseph Kabila, j'estime pour ma part que c'est un gaspillage de temps. Et un gaspillage de temps dont nous devrions nous garder. Il fait son show. C'est bien qu'il fasse son show. Très bien, pour finir, revoici Apollinaire Malou, président de la CENI. Il a affirmé ceci: il faut se préparer dès maintenant aux élections et éviter la spéculation sur les élections. Hein, il a dit le vendredi 28 novembre au sortir de la réunion du comité de pilotage pour la sécurisation des élections au ministère de l'Intérieur. Hein, c'est Radio Okapi qui rapporte cette information. Hein, il était également question dans cette réunion de réactiver les fonctionnements des structures de ces comités en vue de préparer les élections futures au Congo. Monsieur Mbelou, quel crédit peut-on accorder à ces propos, sachant que la majorité AMP, la majorité kabiliste, aurait décidé de surseoir sa démarche de modification constitutionnelle? Oui, mais encore une fois, nous allons commenter un processus biaisé dès le départ. Comment M.
l'abbé Apollinaire Malou est-il revenu à la CENI? Tant que nous ne saurons pas répondre à cette question-là, M. l'abbé Apollinaire Malou a sa mission. Il est revenu organiser des élections piège à camp. Alors, on ne va pas dire à tous nos compatriotes qui ne partagent pas nos points de vue de ne pas s'y préparer. Si eux veulent s'y préparer, c'est leur problème. Mais qu'ils sachent qu'ils s'engagent dans un processus où ils engagent là, comme on dirait à Kinshasa. Donc, un monsieur qui a tout faux, qui s'est impliqué dans un processus de vente aux enchères de notre pays, je n'accorde aucun crédit au discours qu'il débite. Si demain, il donnait par exemple le calendrier électoral global, si demain, il nous disait qu'il a remis à la CENI, si demain, il nous disait pourquoi les élections locales prévues depuis plus de 10 ans n'ont pas encore eu lieu, on pourrait le comprendre. Mais il n'y a pas de débat sur toutes ces questions-là. Alors vous voulez qu'on accorde un crédit à un discours. Lui avait dit qu'il ne pouvait plus revenir à la CENI, mais il y est revenu. Et vous voulez qu'on continue à accorder du crédit à un monsieur comme ça? Non. Nous savons, nous, qui l'a mis où il est. Nous savons, nous, ce qu'il a comme mission. Et nous ne pouvons pas commenter ces sorties médiatiques. Très bien, merci beaucoup, M. Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien, M. Etienne Ngandou, et à la semaine prochaine.